As-tu déjà remarqué comment certaines personnes n'ont pas besoin de s'imposer, n'ont pas besoin d'expliquer qui elles sont, n'ont pas besoin de se battre pour attirer l'attention, et pourtant, elles dominent l'environnement? Elles entrent dans un lieu ordinaire, et quelque chose change. Le bruit diminue, la précipitation ralentit. Les gens commencent à prêter attention, sans savoir exactement pourquoi. Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas du charisme joué. Ce type de présence ne naît pas de l'apparence, ni de phrases bien construites, ni de l'effort pour paraître intéressant. Elle naît de l'intérieur, d'un esprit solide, de quelqu'un qui ne passe pas sa vie à réagir au monde. À une époque où tout le monde implore la validation, celui qui n'en dépend pas devient rare, et ce qui est rare attire naturellement. Moins tu essaies de prouver quelque chose, plus tu transmets de l'autorité. Moins tu forces l'attention, plus tu crées de la présence. Les gens ne se connectent pas à toi pour ce que tu montres, mais pour l'état émotionnel que tu maintiens. Ils ne se sentent pas attirés parce que tu parles mieux, que tu t'habilles mieux ou que tu sembles plus confiant. Ils se sentent attirés parce que, près de toi, leur esprit ralentit. Les stoïciens avaient compris cela il y a des siècles. La véritable attraction ne naît pas de l'image, elle naît de la maîtrise de soi. Un esprit qui reste stable au milieu du chaos émet quelque chose qui ne peut pas être imité, la sécurité. Quand tu ne te laisses pas emporter par tout, tu deviens un point d'équilibre, et le monde le ressent. Le véritable magnétisme ne réside pas dans la manière dont les autres te regardent. Il réside dans la façon dont tu réponds à la vie quand personne n'applaudit. Et aujourd'hui, tu vas apprendre 6 habitudes stoïciennes qui construisent cette force de l'intérieur vers l'extérieur. Pas pour paraître fort, mais pour l'être. Force silencieuse, présence réelle. Un magnétisme qui ne demande pas l'attention, il se produit tout simplement. Commençons. Habitude 1. Écouter avec une présence totale. Nous vivons à une époque où tout le monde veut parler, se montrer, donner son avis et se battre pour l'attention. Justement pour ça, quelque chose de simple est devenu rare et profondément magnétique. Écoutez, vraiment. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent seulement pour répondre. Pendant que l'autre parle, l'esprit est déjà lancé à toute vitesse, en train de préparer la prochaine phrase, la prochaine défense, le prochain argument. Le corps est là, oui, mais l'esprit a déjà quitté la conversation. C'est comme si on attendait juste notre tour de parler, et qu'on n'était pas vraiment présent à ce qui se dit. Les stoïciens comprenaient quelque chose d'essentiel. Un esprit agité n'écoute pas. Il réagit, seulement un esprit calme peut entendre au-delà des mots. Épictète disait que nous avons 2 oreilles et une seule bouche, pour nous rappeler que nous devrions écouter plus que parler. Ce n'est pas une morale, c'est une stratégie de vie, pour qui veut construire du respect, de l'influence et des relations solides. Écouter n'est pas un acte des oreilles, c'est un état d'esprit. Quand vous écoutez quelqu'un pour de vrai, vous coupez le bruit intérieur et vous offrez quelque chose que presque personne n'offre aujourd'hui, une attention totale. Et l'attention vaut plus que des conseils, des opinions ou des tentatives de réparer l'autre. Pensez à la sensation de parler avec quelqu'un qui vous écoute vraiment. La personne ne coupe pas, elle ne regarde pas son téléphone, elle n'essaie pas de corriger votre histoire, elle est juste là, présente. Ça crée quelque chose d'immédiat, un sentiment de sécurité. Et là où il y a sécurité, les gens baissent la garde. Là où ils baissent la garde, la confiance naît. Les stoïciens voyaient le silence comme un signe de force, pas de faiblesse. Quand vous vous taisez pour écouter, vous montrez de la maîtrise. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, pas besoin de gagner des débats, pas besoin d'impressionner. Votre présence le fait pour vous. Celui qui a besoin de parler tout le temps essaie d'occuper l'espace. Celui qui sait écouter devient l'espace. Écouter, c'est une façon silencieuse de dire « tu comptes ». Et c'est l'un des plus grands besoins humains. Être vu, être compris, avoir de la place. Celui qui offre ça devient rare. Et ce qui est rare attire naturellement. Dans la pratique, commencez simple. N'essayez pas d'écouter mieux tout le monde d'un coup. Commencez par la prochaine conversation. Quand quelqu'un parle, ne préparez pas vos réponses. Ne jugez pas. Observez le ton de la voix, les pauses, le regard. Restez là jusqu'au bout. Écoutez pour comprendre, pas pour réagir. Ce petit ajustement change complètement la qualité de vos relations, au travail, à la maison et avec vous-même. Il y a encore un pas plus profond. Apprendre à vous écouter, vous.
Réservez quelques minutes dans la journée pour le silence, sans téléphone, sans stimulation. Observez ce que votre esprit dit quand personne ne regarde, peur, fatigue, tension, désir. Quand vous apprenez à écouter votre propre esprit sans fuir, vous développez une vraie compassion. Et celui qui a de la compassion pour lui-même écoute les autres avec beaucoup plus de profondeur. Le vrai magnétisme ne vient pas de ce que vous dites, mais de la sensation que vous laissez. Un bon auditeur n'attire pas l'attention, il crée de l'espace. Et dans ce monde bruyant, créer de l'espace vaut plus que n'importe quel compliment. Les gens ne se souviennent pas de tout ce que vous avez dit, mais ils n'oublient jamais comment ils se sont sentis près de vous. Pratiquez l'art d'écouter. Laissez votre silence, votre posture et votre attention parler pour vous. Quand votre silence devient un espace sûr, les gens ne font pas que vous appréciez, ils vous font confiance. Maintenant, gardez ça en tête. Pour écouter vraiment, vous devez être en paix à l'intérieur, parce qu'un esprit agité n'écoute pas, et ça éloigne, même sans intention. C'est pour ça que la prochaine habitude est décisive, parce qu'elle n'augmente pas seulement votre magnétisme avec les autres, elle réorganise votre manière de vivre, à l'intérieur. Quand vous trouvez la paix en vous, vous n'avez plus besoin de vous battre pour l'attention. Votre présence tient l'espace. Et le monde commence à vous écouter, sans que vous ayez besoin de hausser la voix. Habitude 2. Cultivez une paix intérieure inébranlable. Il existe un type de magnétisme qui ne demande aucun effort, ni des mots parfaitement choisis, ni des tentatives de plaire. C'est le magnétisme silencieux de celui qui reste calme, quand tout autour perd le contrôle. Pendant que beaucoup paniquent, cette personne ralentit. Pendant que d'autres s'irritent, réagissent ou se perdent dans leurs pensées, elle tient son regard, sa posture et sa présence. Il y a quelque chose en elle qui transmet de la stabilité. Les gens le sentent avant même de comprendre pourquoi. Ça, c'est le vrai pouvoir de la paix intérieure. Dans la philosophie stoïcienne, la paix ne signifie pas l'absence de problème, ni la fuite du monde. La paix signifie empêcher le chaos d'entrer et de s'installer dans votre esprit. Marc Aurèle rappelait que la tranquillité ne vient pas du contrôle des événements, mais de l'alignement de l'esprit avec la raison. Le monde peut rester instable. Votre esprit n'a pas besoin de suivre. Les stoïciens comprenaient quelque chose d'essentiel. Vous ne contrôlez pas ce qui arrive, mais vous contrôlez la façon dont vous répondez à ce qui arrive. Et au moment où vous maîtrisez cette réponse, vous devenez plus fort que la situation. Imaginez votre esprit comme un lac. Quand l'eau est calme, tout se reflète avec netteté. Mais quand le vent souffle et soulève des vagues, l'image se déforme. L'esprit fonctionne pareil. Quand il est rempli de peur, de colère ou d'anxiété, vous perdez la clarté. Quand il se calme, vous recommencez à voir ce qui compte et ce qui ne change rien. La paix intérieure n'est pas un don réservé à quelques-uns, c'est une habitude qui se construit. Et l'entraînement commence dans les petits moments. Justement quand quelque chose vous agace, vous met la pression ou vous fait sortir de vos gonds. Quand une situation stressante surgit, faites quelque chose de simple. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément et demandez-vous, est-ce que ça dépend de moi? Si oui, agissez avec fermeté. Sinon, lâchez. C'est l'un des principes les plus puissants du stoïcisme parce qu'il vous rend de l'énergie, de la clarté et de la dignité. Ce n'est pas le monde qui doit s'organiser d'abord, c'est l'esprit. Presque tout aujourd'hui vous entraîne à réagir vite, répondre tout de suite, prouver votre valeur sans arrêt, attirer l'attention, exiger le respect. Ce rythme crée des gens toujours tendus, toujours en alerte, toujours en train d'essayer de se défendre ou de s'affirmer. Mais les personnes vraiment fortes font l'inverse. Elles ne se sentent pas obligées de réagir à tout. Elles ne vivent pas dans le réflexe. Elles ne parlent pas juste pour montrer qu'elles sont là. Elles observent avant d'agir. Elles réfléchissent avant de répondre. Elles choisissent quand ça vaut la peine d'entrer et quand il vaut mieux rester ferme, en silence. Pas parce qu'elles sont passives, mais parce qu'elles savent que réagir sans choisir, c'est une faiblesse déguisée en attitude. Ce calme volontaire crée une présence différente. Une présence qui ne se bat pas pour l'attention, qui n'a pas besoin de s'imposer, qui ne cherche pas à convaincre. C'est une autorité qui naît de la stabilité intérieure. Les gens sentent qu'il n'y a pas de précipitation, pas de manque, pas de besoin d'approbation. Et justement pour ça, il y a du respect.
pas parce que cette personne parle plus fort, mais parce que tout en elle communique sécurité, maîtrise et clarté. Les gens sont naturellement attirés par celui qui transmet la paix. Comme on cherche un abri pendant une tempête, on cherche celui qui offre une stabilité émotionnelle, pas parce qu'il résout tout, mais parce qu'à côté de lui, la tension baisse. Cultiver la paix intérieure ne demande pas de s'éloigner de la vie. Ça demande d'apprendre à ne pas réagir à tout. Toute provocation ne mérite pas une réponse. Toute opinion n'a pas besoin d'un commentaire. Tout problème ne mérite pas votre énergie émotionnelle. Quand vous apprenez à choisir où vous réagissez, votre esprit devient plus stable. Et quand l'esprit devient stable, il se passe quelque chose de simple. Vos mots cessent de sortir par impulsion. Vous arrêtez de parler pour soulager la tension. Vous arrêtez de parler pour vous défendre. Vous arrêtez de parler pour remplir le silence. Vous commencez à parler seulement quand il y a vraiment quelque chose à dire. Et c'est exactement pour ça que la prochaine habitude compte. Après avoir appris à tenir la paix à l'intérieur, l'étape suivante, c'est apprendre à utiliser la parole avec intention. Habitude 3. Les bons mots construisent du pouvoir. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup parler. Ils disent peu de choses, et toute la pièce se tait. Pas parce qu'ils parlent fort, mais parce que leurs mots arrivent avec du poids. Et puis il y en a d'autres qui parlent sans arrêt, qui expliquent trop, qui se justifient trop, et malgré tout, personne n'écoute vraiment. La différence n'est pas dans la quantité de mots, elle est dans l'intention derrière. Les mots sont comme des outils. Utilisés avec conscience, ils construisent. Utilisés sans soin, ils blessent. Les stoïciens pensaient que chaque mot porte un pouvoir réel. Il peut guérir, orienter, apaiser, mais il peut aussi blesser d'une manière profonde et durable. C'est pour ça que les sages ne parlent pas par impulsion. Ils choisissent le moment, le ton et la raison. Parlez moins, mais parlez avec intention. Épictète enseignait que soit vous restez en silence, soit vous dites quelque chose de meilleur que le silence. Pour les stoïciens, parler est un acte de conscience, pas de réaction. Ils ne parlent pas pour gagner des disputes, ni pour impressionner. Ils parlent quand c'est nécessaire, et quand ils parlent, leurs mots apportent clarté, calme et sincérité. C'est comme quelqu'un qui allume une lampe dans une pièce sombre. Il ne fait pas de bruit, mais tout le monde voit. C'est ce type de langage qui fait écouter les gens, pas parce que vous exigez l'attention, mais parce qu'ils sentent la vérité dans ce que vous dites. Celui qui parle avec intention n'a rien à prouver. La fermeté est dans la présence, pas dans le volume. Le silence souvent est plus puissant que 1000 mots. Savoir quand parler et quand se taire est un signe de maîtrise intérieure, et la maîtrise intérieure crée toujours du magnétisme. Quand vous ralentissez, que vous réfléchissez avant de parler, et que vous choisissez bien vos mots, les autres le remarquent. Ils voient que vous ne parlez pas pour combler le vide, mais pour apporter de la valeur. Et pour ça, chaque mot de vous est écouté avec plus d'attention et plus de respect. Remarquez quelque chose de simple. Les personnes que vous respectez le plus sont rarement celles qui parlent le plus. Ce sont celles qui, après avoir parlé, vous font réfléchir. Une phrase bien placée au bon moment peut changer l'ambiance d'une conversation, le cours d'une journée, ou même la décision d'une vie entière. À l'inverse, un mot dit sous l'impulsion peut blesser d'une façon qui ne s'efface pas facilement. Les mots ne reviennent pas, ils restent. Parler avec intention est aussi un reflet direct de votre intégrité. Quand vos mots ne vont pas avec vos actes, les gens le sentent. Mais quand ce que vous dites est aligné avec ce que vous vivez, il se passe quelque chose de rare, la confiance et le respect en même temps. Les stoïciens n'enseignaient pas à parler du calme, ils enseignaient à vivre avec calme. Les mots ne prennent du poids que quand ils sont confirmés par la façon dont vous vivez. Et n'oubliez pas quelque chose d'essentiel, la façon dont vous vous parlez à vous-même est encore plus importante que la façon dont vous parlez aux autres. L'autocritique dure, la comparaison constante et l'impatience affaiblissent votre posture chaque jour. Quand vous prenez soin de la façon dont vous parlez à votre propre cœur, votre parole extérieure devient naturellement plus sereine et plus confiante. Un orateur persuasif peut impressionner un instant. Mais quelqu'un qui parle avec intention laisse une trace durable. Parce que le vrai magnétisme de la parole ne vient pas du son de la voix, mais de l'état d'esprit de celui qui parle. Quand vous parlez avec calme, sincérité et sagesse, vos mots résonnent au-delà du bruit. Alors parlez moins, mais faites en sorte que chaque mot compte. Laissez votre silence avoir du poids
et laissez vos mots être une extension directe de votre paix intérieure. Quand vous parlez avec intention, les gens ne font pas que vous écouter, ils vous respectent. Habitude 4. Préférez l'intégrité à la validation. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens perdent leur force intérieure, c'est qu'ils finissent par vivre pour l'approbation des autres. Ils essaient d'être acceptés, de plaire à tout le monde, de dire ce que les autres veulent entendre et d'agir comme on attend qu'ils agissent. C'est comme tenir un miroir brisé dans ses mains, en essayant de refléter l'image que chaque personne attend de voir. Dans le processus, vous vous coupez et vous vous perdez. Il est très difficile de plaire à tout le monde et cet effort constant a un prix. Vous commencez à vivre selon les standards de la foule, à vous ajuster, à vous modeler, jusqu'à oublier lentement qui vous êtes vraiment. Et voici l'ironie. Plus vous essayez d'être sympathique avec tout le monde, plus vous devenez oubliable. Plus vous vous adaptez, moins vous avez de présence. À l'inverse, quand vous vivez avec sincérité, aligné sur vos valeurs, quelque chose de différent se produit. Même ceux qui ne vous aiment pas finissent par vous respecter. Les stoïciens pensaient que vivre selon des principes compte bien plus que d'être aimé. Marc Aurèle a dit un jour, « Si ce que tu fais est juste, ne te préoccupe pas de ce qu'ils disent. » Les opinions des gens changent comme le vent. Aujourd'hui, on vous loue, demain, on vous critique. Mais l'intégrité, elle, ne change pas. Elle fonctionne comme une boussole au milieu de la tempête de jugement, d'attente et de pression sociale. L'intégrité, c'est avoir le courage de vivre dans la vérité, même quand ce n'est pas confortable. C'est dire non à ce qui va contre vos valeurs, même si ça déçoit quelqu'un. C'est être honnête quand le silence semblerait plus sûr. Et le plus intéressant, c'est ça. Une personne intègre n'a pas besoin d'annoncer qu'elle est intègre. Ça se voit dans ses actes, dans son regard ferme, dans la façon dont elle traite les autres quand personne ne regarde. Peut-être que vous avez déjà vécu une période où vous avez trop fait pour être accepté. Vous avez changé votre façon de parler, votre style, même vos croyances, juste pour entrer dans certains environnements. Avec le temps, vous découvrez quelque chose de douloureux, mais libérateur. L'approbation des gens n'apporte pas une paix durable, parce qu'elle dépend de quelque chose que vous ne contrôlez pas. Quand vos émotions dépendent du regard des autres, vous ne vous sentez jamais à la hauteur. Une personne magnétique n'est pas celle que tout le monde aime, mais celle qu'on respecte pour sa cohérence. Elle ne change pas de posture juste pour recevoir des compliments. Elle ne fait pas de concessions juste pour se sentir acceptée. Elle fait ce qui est juste même quand personne n'applaudit. Cette cohérence dégage une énergie silencieuse, mais puissante, qui attire l'attention même de ceux qui ne sont pas d'accord. Le stoïcisme enseigne que la valeur d'une personne réside en elle-même. Elle ne vient pas des compliments, du statut ou de la reconnaissance extérieure, mais de la vertu. Sénèque a écrit « Aucun homme n'est libre tant qu'il est l'esclave de l'opinion des autres. Quand vous cessez de chercher l'approbation, vous commencez à vous retrouver. Et quand vous vous retrouvez, vous devenez magnétique d'une manière que personne ne peut imiter. L'intégrité ne vous rend pas froid, elle vous rend digne de confiance. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec vous, mais ils savent que vous ne serez pas malhonnête. Ils peuvent ne pas partager vos valeurs, mais ils comprennent que vous ne vous trahirez jamais. C'est pour ça que les personnes intègres sont souvent recherchées quand quelqu'un a besoin d'un conseil sincère, d'un soutien vrai ou d'une présence sûre. Vivre avec authenticité n'est pas toujours facile. Parfois, vous vous sentirez seul, incompris, même étiqueté comme difficile. Mais rappelez-vous ceci, un isolement temporaire vaut toujours mieux que de se perdre pour toujours. Ceux qui s'éloignent parce que vous vivez dans la vérité n'étaient pas faits pour rester. Et ceux qui restent, restent parce qu'ils aiment qui vous êtes vraiment, pas la version que vous faites semblant d'être. Avec le temps, vous comprenez que l'intégrité porte un type de tranquillité puissante. Un magnétisme qui n'a pas besoin d'être montré ni expliqué. Les gens admirent en silence parce qu'au fond, ils savent qu'ils peuvent vous faire confiance. Souvenez-vous, la vraie lumière n'a pas besoin de prouver qu'elle brille. Elle brille, simplement, et l'obscurité recule d'elle-même. C'est pareil pour les gens. Quand vous vivez selon vos valeurs, vous n'avez pas besoin de chercher la reconnaissance. Vous devenez votre propre source de lumière et les autres s'y sentent naturellement attirés. Habitude 5. La croissance constante bat la perfection. Beaucoup de gens vivent prisonniers d'une obsession silencieuse pour la perfection. Ils veulent parler sans se tromper, agir sans échouer,
vivre sans trébucher. Mais plus quelqu'un cherche à être parfait, plus il devient rigide. Et plus il devient rigide, plus il s'éloigne de lui-même. La perfection est un mirage. La croissance, c'est le chemin réel. C'est comme courir après l'horizon. Plus vous avancez, plus il s'éloigne. Alors que la croissance, c'est comme monter un sentier. Chaque pas demande un effort, mais vous sentez le sol sous vos pieds, et vous savez que vous avancez. Une personne vraiment magnétique n'est pas quelqu'un d'irréprochable, mais quelqu'un qui n'interrompt pas son propre processus d'amélioration. Les stoïciens ne cherchaient jamais la perfection. Ils savaient que la vie est un entraînement continu, et que se tromper n'est pas un signe d'échec, c'est un signe que vous êtes en mouvement. Marc Aurèle a écrit quelque chose de simple et brutalement honnête. Si tu tombes, relève-toi. Se relever et continuer à avancer, c'est ça la victoire. Dans la philosophie stoïcienne, l'échec ne termine pas le voyage, il éduque le voyageur. Comme les muscles ne grandissent qu'après la tension, l'esprit mûrit après l'impact. Un corps qui ne ressent jamais d'effort s'affaiblit. Un esprit qui ne rencontre jamais ses erreurs reste infantile. Il y a quelque chose de curieux dans la quête de la perfection. Celui qui essaie de paraître parfait crée souvent de la distance. Les gens le sentent, c'est artificiel, alors que celui qui admet ses failles, celui qui partage un chemin encore inachevé, inspire la confiance. Pensez à quelqu'un que vous admirez vraiment. Ce n'est probablement pas quelqu'un qui ne se trompe jamais, mais quelqu'un qui apprend vite, corrige sa trajectoire et avance sans se poser en victime. Ces personnes nous rappellent qu'on n'a pas besoin d'être sans erreur pour avoir de la valeur. On a besoin du courage d'apprendre d'elles. Le vrai magnétisme ne vient pas de tout faire correctement, mais de ne pas abandonner sa propre croissance. Quelqu'un engagé dans l'amélioration de soi dégage une énergie rare, humilité, constance et authenticité. Ces personnes ne se vantent pas, ne se comparent pas, ne sont pas dans la compétition permanente. Elles savent qu'elles ne sont pas parfaites, mais elles savent exactement où elles veulent progresser. Elles travaillent chaque jour pour devenir un peu meilleures qu'hier, et ça les rend naturelles, fiables et mémorables. Voyez la différence. Les gens prisonniers de la perfection se punissent pour leurs erreurs. Les gens orientés croissance transforment les erreurs en données. Ils ne s'écroulent pas après un échec. Ils demandent « Comment est-ce que je peux évoluer avec ça ?» Chaque chute devient un ajustement. Chaque cicatrice devient une preuve de courage. Le stoïcisme enseigne que le bonheur ne naît pas de la perfection, mais d'une vie rationnelle, en renforçant le caractère jour après jour. Quand vous vous concentrez sur la croissance, la peur de se tromper perd de sa force. Vous devenez plus souple, plus ouvert, plus bienveillant avec vous-même. Vous n'avez pas besoin d'être votre meilleure version aujourd'hui. Être un peu meilleur qu'hier suffit déjà. C'est là que le changement réel commence. Quand vous arrêtez d'essayer d'avoir l'air parfait, vous commencez à être vrai. Et c'est là que les gens s'approchent. Tout le monde est fatigué des masques, des performances et du faux semblant. Il suffit d'ouvrir un réseau social pour voir des gens se forcer à paraître parfaits, heureux tout le temps, réussis, équilibrés et solides mentalement. Mais ce que presque personne ne montre, c'est le prix intérieur de tout ça. Quand vous vous autorisez à vivre de façon honnête, même avec des imperfections visibles, vous créez un espace pour que les autres fassent pareil. C'est le type de connexion humaine le plus profond. Alors, n'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas honte d'admettre que vous apprenez encore. Au lieu de demander « Est-ce que je suis déjà parfait ?», demandez « Est-ce que je suis meilleur qu'hier ?» Avec un peu plus de patience, un peu plus de discipline et un peu plus d'engagement envers le processus, vous commencez à voir des changements. Pas des sauts gigantesques, mais des pas constants et réels. Une personne magnétique n'est pas celle qui est arrivée au bout, mais celle qui continue de marcher avec fermeté, l'esprit ouvert et l'envie d'apprendre. Parce que la vie n'exige pas la perfection, elle exige le progrès. Et s'il y a quelque chose qui définit un stoïcien, c'est l'engagement envers le progrès. La philosophie le rappelle toujours, vous ne contrôlez pas les résultats, mais vous contrôlez l'effort que vous mettez sur le chemin. Concentrez-vous sur la route, pas sur la destination. Parce que sur ce chemin de croissance, vous ne devenez pas seulement plus fort, vous devenez magnétique, d'une façon qu'aucune apparence, aucun statut, aucun discours ne peut soutenir. Quand vous regardez en arrière, vous comprenez quelque chose d'important.
Le magnétisme n'est jamais venu de l'image, des mots ou de la position sociale. Il est venu de la paix intérieure, de la maîtrise de soi et de l'honnêteté que vous pratiquez chaque jour. Habitude. 6. Soyez plus grand que la difficulté. Personne ne traverse la vie sans avoir besoin de courage, parce que personne ne traverse la vie sans affronter des difficultés. Tous, sans exception, à un moment ou à un autre, sont blessés, trahis, ou échouent dans quelque chose en quoi ils croyaient de toute leur force. Mais c'est la façon dont vous regardez ces moments qui définit vraiment qui vous êtes. C'est là que le caractère apparaît. Et c'est exactement là que naît un type de magnétisme qu'on ne peut pas feindre. Le vrai magnétisme ne vient pas du sourire que vous portez quand tout va bien, mais du calme que vous arrivez à garder quand tout commence à s'écrouler. Ce n'est pas l'éclat des bons jours qui attire, c'est la sérénité au milieu de la tempête. Une personne capable de rester sereine dans la tempête, qui parle avec fermeté et douceur même quand les émotions sont en furie, devient quelqu'un d'impossible à ignorer. C'est le type de personne que les autres n'oublient jamais, parce qu'en elle, on voit ce que tout le monde cherche, la force intérieure. Les stoïciens pensaient que l'adversité n'est pas un ennemi, mais un professeur exigeant. Marc Aurèle a écrit un jour « Transforme l'obstacle en opportunité. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. » Chaque difficulté porte une chance cachée de renforcer le caractère. Comme le fer ne devient tranchant qu'après avoir été forgé au feu, une personne ne devient vraiment forte qu'après avoir été testée par les défis. Être stoïcien ne signifie pas ne pas ressentir la douleur. Ça signifie ne pas laisser la douleur vous définir. Vous pouvez tomber, mais vous vous relevez plus calme, plus fort, plus sage. Ça, c'est l'esprit stoïcien. La capacité de se reconstruire après l'adversité. Il y a un magnétisme silencieux chez ceux qui ont traversé des tempêtes et qui gardent pourtant un cœur ferme et humain. Quand vous faites face aux difficultés, ne demandez pas « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» À la place, demandez « Qu'est-ce que ça essaie de m'enseigner ?» Cette question vous transforme de victime en élève. Et celui qui apprend de la douleur devient quelqu'un que la vie n'arrive plus à casser. Il existe un concept en philosophie stoïcienne appelé amor fati, qui signifie aimer son destin. Les stoïciens n'acceptaient pas seulement ce qui arrivait, ils voyaient chaque expérience comme une partie essentielle de la croissance intérieure. Quand vous apprenez à accepter même les moments imparfaits, vous comprenez quelque chose. L'adversité ne vous affaiblit pas, elle vous éduque. Elle vous apprend à être plus résilient, plus profond, plus solide, à chaque pas. Une personne magnétique n'a jamais besoin de le déclarer. Sa posture face à l'adversité est déjà une preuve suffisante. Elle ne se plaint pas, ne blâme pas, ne cherche pas la pitié. Elle se relève, secoue la poussière de ses épaules et continue de marcher. Et cette image simple mais puissante, c'est ce qui rend quelqu'un vraiment magnétique. Et si ce contenu t'aide, mets un like, abonne-toi et suis la chaîne pour continuer à apprendre des habitudes simples qui changent vraiment ta vie. Les autres ne savent peut-être pas tout ce que vous avez traversé, mais ils vont sentir votre force, dans votre regard, dans le calme de votre voix et dans la confiance sereine avec laquelle vous choisissez d'avancer. Quand vous arrivez à regarder l'adversité en face et à continuer d'avancer malgré tout, vous n'êtes pas seulement fort, vous devenez profondément admirable. Ça, c'est du magnétisme réel. Pas le magnétisme de celui qui cherche à impressionner, mais celui de celui qui a été testé et qui n'a pas cassé. Ces 6 habitudes stoïciennes, écouter en profondeur, cultiver le calme, parler avec intention, traverser l'adversité, vivre avec intégrité et se concentrer sur la croissance, ne vous rendent pas seulement plus attirant aux yeux des autres. Elles vous reconnectent à qui vous êtes vraiment. Parce que quand vous vous maîtrisez, vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur, plus besoin de vous battre pour l'attention, plus besoin de vous expliquer. Vous avancez avec respect pour vous-même. Et ça change tout. Marc Aurèle l'a dit clairement en écrivant que rien n'apporte la paix à l'âme, sauf la fidélité à soi-même. Quand vous vivez ainsi, le magnétisme n'est pas quelque chose que vous cherchez. C'est la conséquence naturelle d'un esprit ferme face à la vie. Il existe une version de toi qui ne se brise pas quand la pression arrive, une version qui tient parole, qui ne s'abandonne pas en cours de route et qui reste solide même quand la vie se resserre. Laisse-moi te dire une chose essentielle. Cette version n'est pas lointaine.
Elle n'est pas dans le futur et elle n'exige pas que tu deviennes une autre personne. Elle existe déjà. Elle n'est simplement pas entraînée. Aujourd'hui, peut-être que tu te sens fatigué, que tu réagis plus que tu ne le voudrais, que tu perds le contrôle émotionnel dans des moments qui demandent de la force. Mais ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est un manque de préparation mentale. Parce que personne ne naît émotionnellement fort. La force émotionnelle se construit, et elle se construit sous pression. Les stoïciens le savaient depuis des siècles. Ils enseignaient quelque chose de simple et de direct. Tout commence dans l'esprit. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui abandonnent n'est ni le talent, ni la chance, ni la motivation. C'est la capacité à maintenir des décisions, même quand le corps se fatigue, quand l'émotion vacille et quand la volonté flanche. Et c'est exactement cela que cette vidéo va t'enseigner. Ici, tu vas apprendre comment construire un esprit vraiment fort, capable de supporter les défis, de contrôler les impulsions et de continuer à avancer. Ce sont 6 piliers stoïciens éprouvés par le temps, par la douleur et par la réalité. Et je peux te le garantir, au moins l'un d'entre eux va toucher exactement le point qui aujourd'hui te bloque le plus. Alors avant de commencer, réfléchis avec honnêteté. Où un esprit plus solide ferait-il une différence réelle dans ta vie aujourd'hui? Dans les relations? Dans le travail? Dans la discipline? Dans le contrôle émotionnel? Commence comme toute force mentale commence. Par une décision claire, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, j'entraîne mon esprit ». Ce n'est pas une question de mots, c'est une question de direction. Parce que chaque choix conscient construit la personne que tu deviens. Et le premier pilier parle précisément de cela. Ne pas changer le monde, ne pas attendre des conditions parfaites, mais apprendre à gouverner son propre esprit quand la pression apparaît. Commençons. Leçon 1. C'est ici que naît ta force mentale. La solidité intérieure, ce n'est pas vivre sans difficulté. La force mentale, c'est réussir à maintenir ta posture, ton comportement et tes objectifs solides, même quand le monde autour de toi semble s'effondrer. Un esprit faible réagit à tout ce qui se passe à l'extérieur. Un esprit fort gouverne ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là que la majorité se trompe. La différence entre quelqu'un d'émotionnellement fragile et quelqu'un de mentalement inébranlable repose sur 4 piliers invisibles que presque personne n'entraîne: la tolérance, la force, la résilience et l'adaptabilité. Ces 4 éléments déterminent jusqu'où la vie peut te mettre sous pression sans te briser. Pense à cela comme à une base de soutien. Si elle est fragile, le moindre vent fait tomber. Si elle est solide, aucune tempête ne détruit. Laisse-moi t'expliquer chacune de ces bases pour rendre tout cela plus simple. La tolérance, c'est ce que tu es capable de supporter avant de perdre le contrôle. Un commentaire négatif, une critique au travail, quelqu'un qui se montre dur avec toi. Celui qui a une faible tolérance explose, se dispute, se ferme ou reste silencieux, mais s'effondre à l'intérieur. Celui qui a une tolérance élevée observe avec calme, sépare ce qui mérite de l'attention de ce qui peut être ignoré et continue d'avancer. C'est ainsi qu'agit un stoïcien. Même situation, des résultats complètement différents. Maintenant, pense à la force. La force, c'est jusqu'où tu descends quand quelque chose de mauvais arrive. Une rupture, un licenciement, un problème de santé, un conflit familial. Un esprit faible s'isole, se victimise et paralyse sa propre vie. Un esprit fort ressent la douleur, parce que ressentir est humain mais ne laisse pas cela le définir. Il souffre, apprend et continue à avancer. Même chute, mais avec des profondeurs totalement différentes. Vient ensuite la résilience. La résilience, c'est le temps que tu mets à te relever. Une erreur, un échec, une humiliation publique. Une personne avec une faible résilience revit cela pendant des semaines, des mois, parfois reste coincée dans cette situation pendant des années. Comme si la blessure ne se refermait jamais. Une personne avec une forte résilience est touchée sur le moment, apprend de la situation et peu de temps après, se tient déjà de nouveau debout émotionnellement, avançant avec clarté. Même douleur, mais avec des durées complètement différentes. Et enfin, l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est ce que tu fais après le coup. Certains deviennent amers, fermés, méfiants, et deviennent des personnes bien pires qu'avant. D'autres transforment la douleur en croissance. Un cœur brisé peut créer quelqu'un de froid et blessé, ou quelqu'un de plus mûr,
plus conscient et plus fort. Un licenciement peut détruire l'estime de soi ou pousser la personne à apprendre de nouvelles compétences et à passer à un autre niveau dans la vie. Même un pacte, mais des destins opposés. Et maintenant vient la vérité que presque personne ne te dit. La force mentale n'est pas un don. Personne ne naît fort à l'intérieur. Elle se construit. Ces 4 piliers fonctionnent comme des muscles invisibles. Plus tu les entraînes, plus tu deviens résistant. Plus tu fuis l'inconfort, plus ton esprit devient fragile. Les stoïciens enseignaient déjà cela il y a des siècles. Tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux t'entraîner chaque jour à la manière dont tu réagis à l'intérieur. C'est cela qui transforme quelqu'un d'ordinaire en quelqu'un de mentalement fort. Ce n'est pas ne jamais tomber. C'est ne pas rester au sol. Ce n'est pas ne pas ressentir la douleur. C'est ne pas la laisser gouverner ta vie. À partir d'aujourd'hui, chaque difficulté cesse d'être une punition et devient un entraînement. Tout ce qui semblait auparavant un poids commence à se transformer en renforcement. Parce que c'est précisément dans les situations difficiles que tu pratiques la concentration, renforce le corps et l'esprit, ajuste ton attitude et apprends à agir avec raison plutôt qu'avec impulsion. Ce sont les 4 piliers qui mettent ta vie en ordre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et plus tu entraînes la tolérance, la force, la résilience et l'adaptabilité au quotidien, sous pression, dans la fatigue, face aux défis réels, plus tu deviens inébranlable. Maintenant, marque cet engagement envers toi-même. Écris dans les commentaires « J'entraîne mon esprit tous les jours ». Parce que c'est cet entraînement constant qui te rend plus calme, plus clair, plus discipliné. Et plus tu renforces ton esprit, moins la vie parvient à te faire tomber. Leçon 2. La force naît dans l'inconfort. Quand la vie est légère, quand les plans fonctionnent, quand tu reçois des compliments et que rien ne semble menacer ta stabilité, n'importe qui peut paraître fort. Dans ces phases, il est facile de garder le sourire, il est facile d'être positif, il est facile de croire en soi. Mais ce n'est pas de la force mentale, c'est du confort. La vraie force apparaît quand le sol disparaît. Elle surgit quand une relation se termine et que le silence pèse plus que n'importe quelle dispute. Quand tu perds ton emploi et que tu ne sais pas comment l'expliquer à la maison. Quand tu te trompes en public et que tu ressens de la honte. Quand les plans échouent et que tu te demandes si cela vaut encore la peine de continuer. C'est dans ces jours-là que l'esprit est mis à l'épreuve, non pas comme absence de douleur, mais comme choix conscient. La force mentale, c'est ressentir la tristesse, la peur, la frustration, et malgré cela décider d'agir comme la personne que tu veux devenir, et non comme le chaos du moment voudrait que tu sois. C'est garder une posture quand il serait plus facile de s'effondrer. C'est préserver le caractère quand il serait plus facile de blâmer le monde. C'est rester ferme quand tout en toi te demande d'abandonner. La force mentale, ce n'est pas ne pas souffrir. La force mentale, c'est souffrir sans se permettre d'être détruit par cela. C'est comme un navire au milieu d'une tempête. Les vagues frappent violemment, le vent désoriente, la pluie efface l'horizon, mais le capitaine n'abandonne pas la barre. Il maintient le cap même sans voir la fin de la traversée. La tempête ne décide pas du destin du navire. Celui qui décide, c'est celui qui tient le contrôle. Et c'est exactement ce que Viktor Frankl a montré au monde dans son livre « À la recherche du sens ». Il ne pouvait pas contrôler la faim, le froid, les agressions ou la souffrance extrême des camps de concentration. Tout cela était hors de sa portée. Mais il y avait une chose que personne ne pouvait lui enlever, la manière dont il choisirait de répondre à la douleur. Et il a résumé cette vérité de façon puissante. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir. Et dans notre choix se trouve notre liberté. La vie va te blesser, elle va te frustrer, elle va gâcher tes plans. C'est inévitable. Ce qui n'est pas inévitable, c'est ce que tu deviens après cela. Tu peux permettre à la douleur de te briser, ou tu peux utiliser la douleur pour te renforcer. C'est comme le feu. La même chaleur qui détruit la paille est celle qui durcit l'acier. La différence n'est pas dans la souffrance. Elle est dans ce que tu en fais. Et maintenant vient la question la plus importante de ce pilier. Qui es-tu quand tout va mal? Tu te plains? Tu te poses en victime? Tu cherches des coupables? Tu abandonnes? Ou choisis-tu d'agir comme ta meilleure version? Même quand ça fait mal, même quand personne ne regarde,
même quand c'est difficile, parce que c'est précisément dans ces moments que l'esprit faible se révèle, et c'est précisément dans ces moments que l'esprit fort se construit. Tu peux construire un esprit fort, un esprit qui ne s'effondre pas sous la pression, qui ne se perd pas dans la fatigue, qui ne réagit pas par impulsion. Et cette force naît justement dans les jours difficiles. Chaque défi est une opportunité d'entraîner le caractère, le contrôle et la clarté. Et le premier pas est de te donner un ordre clair à toi-même. Répète-le, mets-le comme rappel sur ton téléphone ou écris-le dans les commentaires. Je choisis d'être fort dans les jours difficiles. Parce que chaque fois que tu réponds avec caractère quand la vie se resserre, tu cesses d'être fragile et tu commences à devenir mentalement inébranlable. Leçon 3. Change ta perspective. Laisse-moi te dire une vérité qui change complètement la manière dont tu fais face à la vie. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta force mentale, c'est le sens que tu donnes à ce qui arrive. Deux personnes peuvent traverser la même douleur, la même pression, le même échec, et partir dans des directions totalement opposées. L'une grandit, l'autre se brise. Et la raison n'a jamais été l'événement. Elle a toujours été l'interprétation. Des chercheurs ont suivi des candidats des forces spéciales de la marine américaine, l'une des formations les plus dures au monde. Pendant des mois d'entraînement extrême, tous ont affronté la même souffrance, la même fatigue, la même pression psychologique. Mais le résultat a été impressionnant. Certains en sont sortis plus forts, plus confiants, plus résilients. D'autres en sont sortis émotionnellement détruits. La différence n'était pas dans le corps, elle n'était pas dans le talent, elle n'était pas dans la génétique. Elle était dans la manière dont chacun interprétait la douleur. Ceux qui voyaient le stress comme quelque chose d'injuste, comme un ennemi, comme une punition, activaient dans le corps des réactions d'effondrement, d'anxiété et d'usure. En revanche, ceux qui percevaient la souffrance comme un entraînement, comme un renforcement, comme une préparation, activaient des réponses de croissance, de clarté mentale et de résistance. Même défi, mais avec des résultats opposés. Maintenant, peut-être penses-tu, mais je ne vis pas dans un entraînement militaire. Et c'est précisément là que se trouve la leçon la plus importante. Cette même dynamique se produit chaque jour dans ta vie. La pression au travail, les critiques que tu reçois, les erreurs que tu commets, les rejets, les problèmes financiers, les moments où tout semble lourd. Pour certaines personnes, cela devient un traumatisme. Pour d'autres, cela devient une force. Et c'est ici que le stoïcisme entre en jeu comme un véritable outil de transformation. Les stoïciens enseignaient quelque chose de simple et de puissant. Ce n'est pas l'événement qui te détruit, c'est le jugement que tu portes sur lui. Quand tu changes le jugement, tu changes la réaction. Quand tu changes la réaction, tu changes le comportement. Et quand tu changes le comportement, tu changes toute ta vie. Pense à cela comme à un escalier. La situation est la première marche, l'interprétation est la deuxième, l'émotion est la troisième, l'action est la quatrième. La majorité des gens pensent que la vie commence sur la dernière marche. Mais tout commence là-haut, dans la manière dont tu regardes ce qui s'est passé. Quand quelque chose tourne mal et que tu penses « cela prouve que je ne suis pas capable », ton esprit se referme. Mais si, en vivant la même situation, tu penses « cela est en train de m'entraîner pour quelque chose de plus grand », ton esprit se renforce. Ce n'est pas l'événement qui te brise, ce n'est pas la critique dure que tu entends, ni l'ingratitude que tu reçois. C'est l'étiquette que tu lui colles. C'est pour cela que des personnes avec moins de ressources, moins d'opportunités et même moins de talent parviennent à construire des vies incroyables, tandis que d'autres, pleines de potentiel, restent bloquées au même endroit. La différence n'a jamais été ce qu'elles ont vécu. Elle a été la manière dont elles ont interprété ce qu'elles ont vécu. Et maintenant vient la question qui change tout. Ce que tu affrontes aujourd'hui, est-il en train de te détruire ou de t'entraîner? Parce que l'esprit ne réagit pas aux faits. Il réagit aux histoires que tu racontes à propos des faits. Quand tu changes de perspective, tu changes ta réponse émotionnelle. Quand tu changes ta réponse émotionnelle, tu changes d'attitude. Quand ton attitude change, tu changes ton propre destin. Les personnes mentalement fortes ne fuient pas la pression. Elles transforment la pression en carburant. Elles ne demandent pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Elles demandent « qu'est-ce que cela est en train de m'enseigner ?» Et ce simple changement de question sépare ceux qui se brisent de ceux qui grandissent.
À partir d'aujourd'hui, chaque difficulté peut être une prison ou un entraînement. Chaque douleur peut être un fardeau ou une marche. Tout dépend de la perspective que tu choisis d'adopter. Répète cette phrase avec conviction. Je transforme la pression en force. Jusqu'à ce que cette posture devienne ton nouveau schéma mental. Quand tu changes la manière d'interpréter la réalité, tu cesses d'être fragile face à la vie et tu commences à devenir quelqu'un de véritablement fort mentalement. Leçon 4. Celui qui choisit le difficile gouverne le facile. Il existe deux types de personnes dans le monde, celles qui s'effondrent quand la pression arrive et celles qui restent solides, non pas parce qu'elles ont eu une vie plus facile, mais parce qu'elles se sont préparées avant la tempête. La vraie différence entre quelqu'un de fragile et quelqu'un de mentalement fort ne se trouve pas dans le fait d'éviter les problèmes. Elle se trouve dans l'entraînement de l'esprit à ne pas se briser quand l'inconfort apparaît. Et le chemin pour y arriver est plus simple qu'il n'y paraît. Même si peu ont le courage de le suivre, tu te portes volontaire pour la difficulté. Tu choisis de petites doses d'inconfort chaque jour, non pas pour te torturer, mais pour enseigner à ton esprit une vérité puissante. La douleur ne commande pas, la fatigue ne commande pas, les excuses ne commandent pas. C'est toi qui commandes. Les stoïciens vivaient cela concrètement. Sénèque conseillait des périodes volontaires de simplicité extrême, dormir sur des lits durs, manger peu, affronter le froid, pour se prouver à lui-même qu'il pouvait supporter l'inconfort sans se briser. Il disait que celui qui s'entraîne dans la difficulté cesse de craindre l'avenir, parce qu'il a déjà appris qu'il est plus fort qu'il ne l'imagine. Marc Aurèle entraînait son corps, montait à cheval, se demandait un effort physique, non pas parce qu'il aimait souffrir, mais parce qu'il savait que lorsque l'instinct crierait « Arrête », celui qui devait garder le contrôle, c'était l'esprit. Il comprenait quelque chose que presque personne n'accepte aujourd'hui. La vie sera toujours difficile. Et voici le point qui change tout. Tout est difficile. Être sédentaire est difficile. S'entraîner est difficile. Vivre dans le désordre est difficile. Construire la discipline est difficile. Être faible est difficile. Construire la force est difficile. Alors, la vraie question n'est pas comment fuir la difficulté. La question est, quelle difficulté vas-tu choisir? Parce que soit tu choisis ta douleur, soit la douleur te choisit. Les stoïciens appelaient cela l'entraînement du caractère. Et Épictète était direct, comme un maître qui ne protège pas l'élève de l'effort. Tu ne deviens pas fort en évitant ce qui dérange, tu deviens fort en affrontant ce qui te construit. C'est comme la mer et le marin. Une mer calme n'a jamais formé un bon marin. Ce sont les vagues, le vent et la résistance qui créent la compétence, la solidité et la confiance. Mais la majorité veut devenir forte sans entrer dans la mer. Elle veut la confiance sans l'épreuve. Elle veut la discipline sans l'effort. Elle veut des résultats sans inconfort. Et c'est pour cela que tant de personnes craquent quand la vie se resserre. Voici maintenant la règle pratique qui change réellement ton esprit. Chaque jour, choisis une petite difficulté. Quelque chose de simple mais intentionnel. Et quand l'envie d'arrêter arrive, fais ce que font les personnes fortes. Va juste un peu plus loin. Une répétition de plus, une page de plus, 5 minutes de plus, un pas de plus. Seulement encore un paraît petit, mais il construit quelque chose d'énorme, le respect intérieur. À chaque fois que tu ne fuis pas, ton esprit enregistre « Je tiens, je fais ce que j'ai dit, je ne négocie pas quand ça devient difficile ». Et quand cela se répète jour après jour, tu cesses de dépendre de la motivation. Parce que maintenant, tu as quelque chose de bien plus puissant, la preuve que tu peux, la preuve que tu tiens, la preuve que tu n'abandonnes pas quand ça devient difficile. Et quand l'esprit commence à te faire confiance, quelque chose change à l'intérieur. L'insécurité diminue, la peur perd de sa force, le doute cesse de te dominer. Tu commences à marcher avec plus d'assurance, à décider avec plus de clarté, à affronter les problèmes avec plus de calme, parce que maintenant ton esprit sait, tu es quelqu'un qui tient parole. La vie ne respecte pas les promesses. La vie respecte la préparation. C'est cette base psychologique qui te permet de traverser les phases difficiles sans imploser à l'intérieur. Alors commence aujourd'hui, choisis ta petite dose d'inconfort, fais-la, et déclare-le maintenant, je vais encore une fois. Parce que c'est ainsi que quelqu'un cesse d'être fragile et commence à devenir réellement mentalement fort.
Leçon 5. Remplace la motivation par des systèmes. Si tu observes la majorité des personnes qui essaient de changer de vie, tu remarqueras un schéma dangereux. Elles commencent motivées, pleines de projets, jurant que cette fois-ci, c'est la bonne. Elles se lèvent tôt pendant quelques jours, mangent mieux pendant une semaine, se concentrent pendant une courte période, et puis la motivation disparaît, et avec elle, les résultats. Parce que la motivation est comme une vague. Elle monte fort, elle enthousiasme, elle te pousse en avant, puis elle se brise et disparaît. Et quand elle disparaît, la majorité s'arrête tout simplement. C'est là que naît la différence entre un esprit faible et un esprit fort. L'esprit faible attend de se sentir bien pour agir. Il attend d'être inspiré, confiant, plein d'énergie, dans le bon état d'esprit. Et pendant qu'il attend le moment parfait, la vie passe. L'esprit fort d'un stoïcien, lui, comprend quelque chose de simple. Il agit même quand il n'en a pas envie. Il ne négocie pas avec la fatigue. Il ne discute pas avec la paresse. Il ne dépend pas de l'enthousiasme. Mais ici, beaucoup commettent une autre erreur. Quand ils comprennent qu'ils ne peuvent pas dépendre de la motivation, ils essaient de tout résoudre avec la seule force de volonté. Je vais me forcer. Je vais y aller en force. Je vais lutter contre moi-même. Et ça fonctionne pendant quelques jours, puis tu t'épuises. C'est comme essayer de pousser une voiture lourde tous les jours avec tes propres mains. Au début, ça passe, mais ensuite, tu te fatigues et tu t'arrêtes. Un esprit fort ne vit pas dans la force, il vit dans l'intelligence. Et c'est là que les systèmes entrent en jeu. Les stoïciens comprenaient déjà cela, même sans utiliser ce mot. Ils savaient qu'on ne construit pas le caractère avec des explosions d'efforts, mais avec des pratiques quotidiennes simples, répétées avec discipline. Sénèque disait que la vraie transformation arrive quand nos actions deviennent une partie de la routine, et non quand elles dépendent de l'humeur du jour. Et tout cela se résume dans une idée puissante. Tu ne montes pas au niveau de tes objectifs. Tu tombes au niveau de tes habitudes. Autrement dit, ce n'est pas ce que tu désires qui change ta vie. C'est ce que tu fais tous les jours. Un système, c'est cela. Un ensemble d'actions petites, claires et répétées qui te mènent inévitablement au résultat. Il retire l'émotion de l'équation. Tu ne demandes pas si tu en as envie. Tu exécutes, tout simplement. Beaucoup de gens disent « Je veux être plus intelligent. Je veux une vie financière tranquille. Je veux réussir. » Ce sont des objectifs. Mais quel est le système derrière? Parce que personne ne s'enrichit par le désir. Personne n'organise sa vie par la volonté seule. Si tu veux une stabilité financière, le système peut être de mettre de côté une partie de ce que tu gagnes chaque mois, même si c'est peu. Si tu veux sortir des dettes, le système peut être de couper les dépenses inutiles et de payer une facture à la fois, avec constance. Si tu veux prospérer, le système peut être d'apprendre à investir petit à petit et de ne pas dépenser tout ce qui entre. Les objectifs inspirent. Mais ce sont les systèmes quotidiens qui transforment ta réalité. Voici maintenant l'erreur qui détruit presque tous les systèmes. Les gens commencent trop grands. Ils créent des routines énormes, difficiles, qui dépendent encore de la motivation. Et ils abandonnent vite. Le vrai secret est de commencer si petit qu'il devient impossible d'échouer. Si petit que ton cerveau n'essaie même pas de résister. 5 minutes, une page, une action minimale. C'est comme allumer un feu. Tu ne commences pas en jetant une grosse bûche, tu commences par une étincelle, puis un petit bâton, puis un autre. Et soudain, le feu grandit tout seul. Quand tu commences petit, l'habitude s'installe. Quand l'habitude s'installe, l'effort diminue. Et avec le temps, tu grandis naturellement. Un esprit faible dépend de ce qu'il ressent. Un esprit fort construit des processus. Il ne demande pas « est-ce que j'en ai envie ?» Il demande « quelle est la prochaine action du système ?» Et il exécute. Ce ne sont pas des pics de motivation qui construisent une vie forte. Ce sont de petites actions répétées, même les mauvais jours. D'ailleurs, ce sont précisément les mauvais jours qui construisent les personnes fortes. Si tu veux devenir mentalement dangereux, arrête de faire confiance à tes émotions. Et commence à faire confiance à tes systèmes, parce que quand tes systèmes sont en place, le progrès arrive même quand tu ne vas pas bien. Et c'est ainsi que se construit une vraie discipline. Leçon 6. Présence et paix. La force d'un esprit qui ne réagit pas, qui choisit.
L'un des plus grands ennemis de ton évolution n'est pas le manque de capacité, c'est le manque de maîtrise intérieure. En ce moment même, tu as probablement déjà ressenti cela. Les émotions qui montent dans la poitrine, les pensées qui s'emballent sans s'arrêter, les impulsions qui surgissent avant même que tu puisses décider avec clarté. Tu veux agir avec calme, tu veux rester concentré, tu veux mieux choisir. Mais quand tu t'en rends compte, tu as déjà réagi en pilote automatique. Tu as dit ce que tu ne voulais pas. Tu as abandonné ce qui était important. Tu t'es dispersé au lieu de faire ce que tu devais faire. C'est comme conduire une voiture puissante avec un volant cassé. Le moteur est fort, la capacité est là, mais sans contrôle, tu finis toujours hors de la route. Un esprit faible est bruyant. Il saute d'une émotion à l'autre, d'un stimulus à l'autre en réagissant à tout. Un esprit fort est différent. Il est présent, il est stable, il ressent, mais il n'est pas commandé. Il perçoit l'impulsion, mais il choisit la réponse. Les stoïciens appelaient cela la tempérance, la capacité de créer un espace entre ce qui arrive et la façon dont tu réagis. Et c'est précisément dans cet espace que naît la liberté. Marc Aurèle enseignait quelque chose de simple et de puissant. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Cette phrase n'est pas une théorie. C'est un entraînement quotidien. Pense à tes émotions comme à un verre d'eau que l'on agite. Tant que tu remues sans arrêt, tout devient trouble, confus, impossible de voir le fond. Mais quand tu t'arrêtes, l'eau se calme d'elle-même. La clarté revient. C'est exactement ce que la présence fait à l'esprit. Et il existe des habitudes simples qui construisent cette paix solide chaque jour. La première, c'est la méditation. Et ce n'est rien de mystique ou de compliqué. Il ne s'agit pas de vider l'esprit. Il s'agit simplement de se concentrer sur la respiration. Inspirer, expirer. Une chose à la fois. Chaque fois que tu fais cela, ton cerveau apprend à ne pas courir après chaque pensée et chaque émotion. Tu entraînes le calme, tu entraînes la concentration, tu entraînes l'autocontrôle. Avec le temps, tu commences à remarquer quelque chose de puissant. Les situations qui auparavant te faisaient perdre l'équilibre ont de moins en moins de prise sur toi. L'esprit devient plus clair, le corps se détend plus vite, et tu cesses de vivre dans un état constant de tension. La méditation ne t'éloigne pas des problèmes, elle te rend plus fort pour les affronter avec lucidité. C'est comme renforcer un muscle invisible qui soutient ta paix, quelle que soit la situation. La deuxième habitude, c'est l'écriture. Quand les problèmes restent uniquement dans la tête, ils deviennent une avalanche émotionnelle, anxiété, peur, confusion, tout mélangé. Mais quand tu les mets sur le papier, quelque chose change. Le chaos devient clarté. Ce qui semblait énorme se transforme en quelque chose de concret que l'on peut organiser et résoudre. C'est comme une corde pleine de nœuds. Dans le noir, tu ne fais que serrer davantage. Quand tu regardes attentivement, tu peux les défaire un par un. L'écriture fait cela avec l'esprit. En plus, écrire t'aide à voir des schémas, des erreurs qui se répètent, des peurs qui reviennent toujours, des décisions que tu as tendance à éviter. Quand tu vois cela sur le papier, tu gagnes en conscience, et la conscience, c'est du pouvoir. Peu à peu, tu cesses d'être prisonnier de tes émotions et tu deviens quelqu'un qui comprend ses propres pensées. Cela génère une sécurité intérieure, une organisation mentale et une véritable sensation de contrôle sur ta propre vie. La troisième habitude, c'est la respiration consciente tout au long de la journée. Avant de réagir, avant de répondre, avant de décider. 3 respirations lentes et profondes. C'est tout. Ce petit geste interrompt l'impulsion automatique et te rend le contrôle. Respirer en pleine conscience sous la douche. Manger en étant présent. Marcher consciemment. Travailler avec concentration. Ces moments construisent une stabilité intérieure. Et quand l'esprit se stabilise, la paix apparaît. Pas cette paix fragile qui dépend du fait que tout se passe bien, mais la paix solide de celui qui sait se maîtriser même quand le monde provoque. Dès les premières semaines, tu commences à moins réagir et à davantage choisir. Le stress perd de sa force, les conflits diminuent, les décisions s'améliorent. Tu commences à sentir que tu es aux commandes de ton esprit, au lieu d'être entraîné par lui. Et cela change complètement la manière dont tu fais face aux défis, aux pressions et aux problèmes du quotidien. La présence n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir, c'est agir avec clarté,
c'est choisir en conscience. C'est ne pas être esclave de ses propres émotions. Et plus tu entraînes la présence, la concentration, la discipline émotionnelle et l'autocontrôle, plus tu deviens fort à l'intérieur. Tout ce que tu as travaillé tout au long de cette vidéo construit une base que presque personne n'a aujourd'hui. Un esprit qui supporte la pression sans exploser, qui traverse les chutes sans abandonner, qui transforme la difficulté en apprentissage, qui agit avec clarté même quand l'émotion crie plus fort. Tu cesses de vivre dans l'improvisation émotionnelle. Tu gagnes une direction, tu gagnes du contrôle, tu gagnes de la constance. La force mentale que les stoïciens enseignaient n'était pas de vivre sans problème, c'était de vivre préparé à n'importe quel problème. C'est exactement ce que tu construis maintenant. Un esprit entraîné à rester ferme quand la vie se resserre. Un esprit qui ne fuit pas l'inconfort, ne se perd pas dans la confusion, ne se brise pas sous la pression. À partir d'aujourd'hui, chaque défi cesse d'être une menace et devient un renforcement. Chaque situation difficile cesse de t'affaiblir et commence à te façonner. Et plus tu appliques ces principes au quotidien, plus tu deviens inébranlable à l'intérieur. Alors, adopte cette nouvelle posture dès maintenant. Laisse dans les commentaires « Je choisis d'agir avec calme et présence ».